que les gens ils peuvent se rapprocher aussi, je sais pas. Ceux qui sont les plus éloignés, vous pouvez vous rapprocher un petit peu. C'est comme une scène, j'ai construit la scène et ensuite j'ai invité les gens à venir sur cette scène avec quelques directives pour voir ce qui se passait. Et c'était quoi la directive par exemple? C'était quoi la directive? C'était cette histoire de grâce, mais le mot en attendant commence à m'énerver un peu. Ou bien juste je décrivais une expérience physique. Moi j'avais une hypothèse en fait. Je voulais savoir ce qui se passait entre les gens si l'agapé circule très très bien tout à coup dans l'espace public. Et qu'est-ce qui se passe Enfin, c'est mon moyen de prendre la question politique, on va dire. Oui. Qu'est-ce qui se passe entre les corps des gens sur la place? Alors on va peut-être préciser ce qu'est l'agapé, parce que je pense qu'on a déjà perdu la moitié de l'auditoire. L'agapé, c'est l'amour universel. Voilà. Qui est impersonnel en fait. Et ce tableau, mais en fait, on va dire l'agapé concerne ce tableau, mais finalement un ensemble de tableaux aussi dans l'exposition, parce que l'exposition s'appelle Notre corps. Donc il y a cette idée d'un corps collectif ou d'un corps partagé. Et je voulais peut-être rentrer un peu plus là dans la composition, c'est comment tu arrives à essayer de construire ce corps commun, par exemple dans les groupes qu'on voit ici. Comment tu le construis ou comment tu ne cherches pas à le construire d'ailleurs? Mais chacun me proposait un type de réponse et du coup je dispose comme ça, ne sachant pas ce que ça va donner à la fin. Donc, par exemple, pour un tableau comme celui-ci, on pourrait considérer que la construction se fait de façon un peu successive, où il y a d'abord un modèle qui pose, et puis ensuite, en fonction de la pose que tu as obtenue avec ce modèle, tu vas placer les autres petit à petit. Oui. C'est quelque chose comme ça. En revoyant le film, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est l'usage de la tempéra, qui, alors je ne suis pas le plus grand spécialiste de la technique, mais repose quand même sur cette utilisation de l'œuf qui est le liant en fait de la couleur, si j'ai bien compris. Et en relisant des choses là-dessus, la tempéra, c'est une technique qui est très ancienne et qui s'est fait supplanter autour du XVIe par l'huile sur toile plus classique. Et la tempéra, normalement, on va plutôt avec le bois, ou sur le mur d'ailleurs directement. Et je voulais savoir ce qui avait motivé ce choix, parce que c'est un choix un peu particulier d'utiliser de la tempéra. Paradoxalement, là, ça se voit plus trop, mais j'ai peur du contraste en fait. Oui. C'est pas évident quand on le regarde ici. Oui. Et du coup, la tempéra m'empêche d'aller trop dans les finesses d'un modelé. Et c'est une contrainte, c'est un empêchement qui m'oblige à être plus structurée, plus nerveuse, plus franche, plus gestuelle, plus franche. Voilà. Et maintenant que je travaille directement au pigment comme ça, du coup, ça a changé le rapport à la couleur beaucoup aussi. Et j'ai moins peur des contrastes. On va revenir sur cette question des contrastes, parce que je crois qu'il y a une question de l'ambivalence en général dans les tableaux. Mais je voudrais qu'on revienne encore dans un élément de la fabrication qui est le rapport au modèle. Il y a une dimension dans ton travail qui est soulevée par ton assistant qui le fait remarquer, c'est un travail très observé. Il dit c'est très observé. Et c'est vrai que quand on voit un petit peu les esquisses, tu emploies un terme alors, qui a quasiment complètement disparu pour moi du champ de l'art contemporain, c'est le mot sur le motif, avec cette volonté que finalement tout le tableau, à l'exception, et encore c'est pas sûr, du décor, viennent de croquis préalables que tu aurais fait, de morceaux de la réalité. Et ce qui n'est pas forcément ce qu'on ressent à la fin quand on voit le tableau. Et je voulais savoir justement, parce que j'ai pas l'impression que tu travailles du tout avec des photographies ou de scènes qui sortent complètement de ton imagination, justement pourquoi tu veux partir de cette observation des corps, que ce soit des corps humains ou des corps physiques, puisqu'on voit des dessins de bâtiments, des dessins de rues, etc. Parce que c'est ça qui me stimule. Et que pour le coup, l'observation sera toujours beaucoup plus riche que l'imagination. Et j'aime bien, pour moi-même, dans ma vie quotidienne, établir ce rapport au réel, de me poser là et de regarder. Et je préfère cette activité à celle de gérer une banque d'images en prenant des photos et travailler ça sur mon ordinateur. Ça me ferait chier, donc je ne le fais pas. Alors, ouais, justement, parce que tu étais dans cette grande exposition à Montpellier cette année, qui parlait justement de ce panorama de la peinture figurative française émergente, si ça veut dire quelque chose. Et justement, dans cette génération, on retrouve beaucoup plus cette idée presque du montage d'images, surtout avec cette idée d'images trouvées, d'images retrouvées, retravaillées. Et on a l'impression que tu es
alors t'es pas la seule à faire ça, mais t'es un peu un ovni quand même par rapport à cette génération-là. Comment tu te situes par rapport à tout ça? Si tu as envie de te situer d'ailleurs. Bah, un peu comme tu viens de me situer. Oui, enfin, le rapport à l'image, effectivement, dans la peinture aujourd'hui me gêne. Enfin, ce que je dis, c'est que ce n'est pas des images d'images. Et quand je sens dans une peinture qu'il y avait déjà une image avant qu'il y ait de la peinture, ça, je sais pas, j'ai pas envie de le regarder. En fait, sur les corps, tu vois, les corps, ils sont assez présents, c'est assez clair qu'ils sont là, c'est assez clair que c'est une personne en particulier. Justement que c'est pas des idées de corps, mais que c'est de la contingence. Et par contre, sur l'espace, c'est c'est presque l'inverse, c'est presque des idées d'espace. Oui. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je suis assez sûre de ça, de ça, là, je suis assez sûre. Mais je suis pas très sûre de ça. De la qualité de l'espace. Enfin, je suis pas très sûre de la réalité de la réalité. Donc je pense qu'il y a un statut un peu flottant, comme ça, de l'espace, parce que je suis pas très sûre de ce que c'est cette histoire. Et finalement, les tableaux ont une portée, je vais utiliser un gros mot, symbolique. Ils peuvent se lire quasiment uniquement en fait sur un plan symbolique, sur des environnements qui sont immatériels. On part de ces choses, ces corps qui sont assez lourds, qui sont assez matériels. Il y a quelques éléments de nu dans l'exposition, mais pour celles et ceux qui avaient vu ton travail avant, c'était quelque chose qui pouvait être peut-être plus mis en avant ou plus régulièrement présent. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre même d'une forme de crudité ou de trivialité dans ton travail. Et paradoxalement, quand on voit les scènes au global, on a quelque chose de beaucoup plus, on va dire, immatériel, presque spirituel en fait, que l'on voit. Et à quel moment ça se passe? Est-ce que c'est en amont? Est-ce que tu te dis, tiens, j'aimerais parler de la grâce ou de l'agapé, etc. Ou est-ce que ça jaillit des modèles, ça jaillit des travaux? Et à quel moment on va dire, ce passage symbolique se fait depuis ces observations? Ça dépend. Dans un tableau grand comme celui-là, en général, j'ai un concept qui préexiste à la scène. Mais dans celui qui est là, par exemple, j'ai un format, j'ai un modèle, et je ne sais pas ce qu'on va faire. Et je construis le sens du tableau au fur et à mesure. Là, j'étais plus sur une histoire assez concrète du rapport entre un corps et son environnement. Une tentative d'inverser les rapports entre l'espace et le corps. Donc là, c'est pas l'espace qui englobe le corps, mais c'est le corps qui crée l'espace, en fait. Et qui est premier. Et moi j'aime bien envisager non pas les tableaux comme des unités autonomes, mais comme toujours un ensemble et comme un discours qui se construit avec le temps. Et je voulais savoir justement, parce qu'on sent qu'il y a cette espèce d'obsession de l'intérieur-extérieur. Parce que là on est à l'extérieur, mais on est quand même à l'intérieur de ta tête. On est quand même dans une intériorité qui devient une extériorité et qui prend la forme de cette scène qui pourrait être une scène, on va dire une scène paysagère, une scène descriptive, même si ce n'est pas du tout le cas. Et on a ces jeux comme ça, on rentre et on sort en permanence. Et je voulais savoir si c'était conscient et qu'est-ce qui te motive en fait dans ces changements d'échelle, parce qu'on peut être très surpris de voir ces organes qui flottent quand on connaît ton goût pour ces scènes assez complexes avec des relations entre plusieurs personnages. Il y a une démarche un peu de mieux comprendre les choses. Ouais. C'est un peu, je fouille le réel, quoi. Des fois je le prends par un bout, des fois par l'autre. Et le corps, après, c'est vraiment un objet un peu fou. Et où il y a plusieurs, par exemple, le corps, c'est... Il y a la représentation qu'on a du fonctionnement de nos organes, qui est très schématique, et en fait qui est tout le temps en train d'imprimer notre perception du réel aussi, les schémas, notre connaissance du fonctionnement des choses et tout. Et il y a la chair, la réalité de la chair, qui est toujours un petit peu hallucinante parce qu'on n'a pas l'habitude de la voir. Et après, c'est le territoire du moi en plus. Donc ça fait quand même beaucoup de choses différentes, quoi. Ouais.
Donc voilà, je suis un peu curieuse. Et c'est pour ça qu'aussi c'est complexe d'en parler en tirant juste des parties, parce que pour moi l'une des grandes forces de ton travail, c'est justement de se situer dans une sorte de grésillement entre plusieurs choses, c'est-à-dire de ne pas faire de choix, mais non pas de façon faible, mais de façon forte, en faisant coexister des contrastes justement, ou des paradoxes. C'est ce que je te disais tout à l'heure sur ces choses qui sont assez triviales. Voilà, c'est des chaussures, c'est des baskets, c'est voilà, des peaux qui pendent, etc. Dans un univers qui est quand même assez fantasmagorique. Il y a ce rapport à la couleur qui à la fois est descriptif et en même temps extrêmement joyeux. Il y a quelque chose qui est, quand on regarde les tableaux, il y a des choses qui sont assez marrantes à regarder. Il y a des grimaces, il y a des positions comme ça, et en même temps on ne peut pas se défaire qu'il y a une forme de lourdeur ou de gravité aussi dans tout ça. Et j'ai l'impression, comme on le voyait avec ce côté très observé et très on va dire très immatériel, que tu aimes bien jouer avec ça en fait. Ça a l'air de sortir de notre existence quotidienne, sauf que pas du tout. Et que la peinture serait ça, ce serait maintenir en suspension des possibilités, et ça là on va arriver aux choses politiques, maintenir ensemble des choses qui ont l'air hétérogènes, voire contradictoires. On peut y voir une référence à Frank Stella avec le shed canvas, donc le tableau qui est découpé pour assumer une forme. A priori, faire coexister Stella, Newman et de la peinture européenne 13e, 12e, en tout cas dans sa forme, c'est mélanger l'huile et l'eau, quoi. Donc on retrouve aussi cette volonté de faire un peu grésiller des choses aussi dans... Après, la peinture, comme toute création, en plus la peinture c'est un terrain très, très occupé, il y a du monde depuis longtemps, et donc les moyens qu'on a pour faire quelque chose qui nous étonne, c'est de créer des rapports qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et pour moi, un critère de jugement de est-ce qu'une peinture est bonne ou pas, c'est est-ce que ça résiste à la fonction catégorisante de ma pensée, et c'est bon quand ça résiste. Sinon, en fait, je sais pas, moi je suis une machine à enfermer les choses, et du coup je m'ennuie. et quand je suis pas capable d'enfermer les choses, je suis contente. Alors justement, cette obsession de la catégorisation, qui est pour nous la fonction même de notre métier, c'est une vieille dynamique de la modernité, comme l'autonomie du tableau, etc. Et en voulant faire ces scènes qui sont, j'utilise le mot scène, je ne sais pas si c'est le bon, mais qui sont assez inqualifiables. On ne sait pas ce qu'on regarde, et pour quelqu'un comme moi, c'est très compliqué du coup de situer les choses. Avec ces tableaux qui échappent au mur, et on peut peut-être en parler maintenant, mais je sais qu'il y a pour ça ce désir de t'inscrire dans l'architecture, ce qui aussi va presque à l'encontre de l'identité du tableau moderne, qui normalement doit voyager d'un intérieur à un autre sans accroche possible. Il y a cette volonté presque d'impureté dans le tableau, on va dire, justement qu'il ne soit pas catégorisable, ni qu'il appartienne à tous les espaces, mais qu'il puisse se situer quelque part. Oui, idéalement, et là c'est un peu, j'ai le cul entre deux chaises on va dire, mais idéalement, effectivement, pour moi la peinture relève plus d'un rapport à l'architecture, et idéalement pour un lieu spécifique. On pourrait dire, c'était un peu la question de l'art pour l'art, quoi. Et on n'est pas du tout là-dedans dans ton travail. Donc l'idée que le tableau il sorte un peu pour manger l'espace, c'est aussi qu'il vient vers nous d'une certaine façon. Oui. Et après, j'aime bien le concept de sculpture sociale de Beuys. Et en fait, c'est un peu ça, je pense, mon fantasme. Et aussi, alors c'est quoi les situations? En fait, j'ai pas envie de raconter des histoires, mais de créer des situations. Et c'est quoi les situations? C'est les situations où on peut rejouer les rapports sociaux différemment, les rapports entre nos corps différemment. Et du coup, c'est un espace de liberté là pour expérimenter des choses. Et est-ce qu'on pourrait dire qu'il y aurait quelque chose de spirituel dans la peinture? C'est fait pour ça. Dans la tienne, je parle. Oui, c'est l'histoire de l'incarnation, quoi. C'est pas représentable, donc c'est un néant. En même temps, c'est un néant créateur, parce que les lignes de perspective des dalles, là, en fait, se rejoignent dans le soleil, donc sont comme les rayons du soleil. Donc c'est quand même de ce néant qu'émane la totalité du
la phrase la plus monothéiste qu'on pourrait prononcer, mais peu importe. Il y avait aussi une question qui m'a un peu travaillé quand tu m'avais parlé un peu des peintures et puis aussi en voyant, c'est la question de la partie pour le tout. Alors ça rejoint celle de l'intérieur à l'extérieur, mais c'est en reparlant de la question de la sculpture sociale de Beuys, de cette idée finalement qu'on est toutes et tous toujours en train de créer quelque chose, mais ça veut dire qu'il y a toujours cette question de l'individu dans le groupe. Et est-ce que c'est l'individu qui fait le groupe? Est-ce que c'est le groupe qui fait l'individu? La question est absolument insoluble. Et ton travail, pour moi, il parle de ça. C'est ces personnes qui sont redoublées, la personne est là et elle est là, et elle a deux rôles différents. On ne sait pas si c'est deux moments différents, on ne sait pas si c'est deux personnes différentes, on ne sait pas si c'est deux réalités qui coexistent, et on voit que chaque personnage, ou presque, joue différentes positions de qu'est à la fois l'individu et une partie de ce groupe, et influe finalement sur ces différentes incarnations. Et j'ai l'impression aussi que quand on regarde l'exposition dans son entièreté, il y a ça, il y a ces petits morceaux, ces grands morceaux, les morceaux moyens, des éléments de conversation, des éléments de solitude, des éléments de paysage, ce qu'on a de l'autre côté, et que tu joues sur un peu tout le temps sur ces différentes dimensions qu'on pourrait retrouver dans la réalité. Finalement, les œuvres ont une tendance à parler un peu de la cité idéale. Moi, ça m'a vraiment fait penser à ces premières entreprises de perspective italiennes, voilà, où on a cette perspective un peu parfaite et ces bâtiments qui sont comme des abstractions, mais qui situent comme ça tout un groupe. Et j'ai l'impression que cette peinture, c'est comme si tu avais peint le monde, tu vois, en réduit, comme si c'était ce qu'on appellerait un cosmogramme, quoi, comme on verrait en Inde. Ou d'ailleurs, c'était ta façon à toi, très maligne, d'arriver à dire, voilà, parce que tu as commencé par cet organe structurant qui permet à tout de se mettre en résonance ou en relation. Et en fait, parce que toute notre discussion, elle travaille quand même un peu sur cette question de où se situer par la modernité. Enfin, j'ai l'impression qu'on ne cesse de parler de ça. On pourrait parler de dire le corps du Christ, à parler de structure sociale. Donc on est dans tous les cas. Beuys, c'était un des premiers presque antimodernes à vouloir faire tout sauf de l'art, ou à revenir vers des temps prémodernes de la peinture. Ici, cette idée qu'on va faire de la peinture figurative, finalement, en partant d'une force qui n'a pas de nom, et qui va essayer de nous rassembler, malgré, on va dire, nos différences ou nos différences de trajectoire. Cette obsession, on va dire pas obsession, mais d'aller du peu petit au plus grand, d'aller de la partie pour le tout, c'est ce qu'on pourrait appeler une dynamique analogiste. Je reprends des mots de l'anthropologie. Enfin, je suis un grand amateur de Philippe Descola. Il avait justement, dans l'histoire qu'il avait fait de la peinture occidentale, pour lui, le monde contemporain, c'est ce qu'il appelle le naturalisme. Il y a cette séparation entre la nature et la culture, mais bien avant, il y a 6 ou 7 siècles, on était dans ce rapport analogiste où justement, on savait que tout était séparé, mais dans les images, il fallait pouvoir les relier, ces choses séparées, et que c'était la fonction de l'image, justement, de créer des liens, de créer des résonances, parce qu'il y avait cette espèce de constat un peu insupportable, que chaque chose restait dans son coin. C'est intéressant. Et donc ça serait pour toi ce qui définit une position antimoderne? Oui, parce que ça viendrait, c'était la façon dont on faisait les images avant le XVIe siècle, on pourrait dire. Et donc avec cette idée que l'image a une fonction sociale, en fait. Qu'elle est là, justement, elle n'est plus dans un endroit privé, elle n'est pas dans la chambre du mécène, mais elle est sur l'espace public, dans un lieu religieux, etc. Et donc l'image, elle a cette fonction, on pourrait dire, structurante du corps social, sans aller jusqu'à dire qu'il y a cette dimension absolument, on va dire, spirituelle ou plus anthropologique dans ton travail, mais qu'en tout cas, dans sa volonté politique, de dire que c'est une exposition qui s'appelle Notre corps, et je crois que le film s'appelle Corps commun ou quelque chose comme ça, c'est un mot qui est assez fort dans le contexte actuel de choisir, de dire qu'on habite, on va dire qu'on est des parties d'un seul corps.
Et c'est finalement nous refuser, ce que je trouve tout à fait bénéfique, comme des individualités totalement autonomes. Mais nous réfléchir comme des particules qui réagissent les unes par rapport aux autres. C'est pas une question. En effet. Une envie peut-être d'approfondir un peu plus cette question entre espace et grâce. Parce qu'à un moment donné, tu expliques, je crois dans le film, comme quoi la personne qui pose doit ressentir quelque chose qui ressemble, donc à ce terme qui commence à t'agacer un peu. Et où l'espace, en fait, il y a une sorte de fondue entre l'espace et... C'est-à-dire, oui, quand je décrivais une expérience physique, ça ressemblait un peu comme tu sens très fort l'espace à l'intérieur et l'espace autour. Et tu sens que les autres sentent leur espace aussi. En fait, c'est... D'accord. Mais c'est un espace extrêmement intériorisé, justement. C'est un espace senti. Senti. Oui. C'est un mouvement des mains, comme ça, un côté très plexus solaire, quoi. Alors, en fait, moi, je dis ça se passe là. Voilà. Et il y a 3 centres. Il y a ce centre-là, ce centre-là et ce centre-là. Là, c'est la souffrance. L'espace, il se fabrique avec des rapports colorés. La sensation d'espace, concrètement, c'est comme ça que je la crée, avec des rapports colorés. Et c'est ça le problème du bleu que j'avais dans le film. Finalement, c'est devenu orange. Et là, pour vous donner un exemple, pendant longtemps, cette partie-là dans l'ombre, de façon cohérente, elle était bleue comme là-bas. Et j'avais un problème d'autorité avec ce tableau, justement, parce que l'espace était trop bam, 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 tu vas prendre ça. Et je voulais quand même amener un peu de fluidité. Et en fait, c'est en changeant la tonalité générale de ces surfaces-là, donc en passant à des roses, des oranges, etc., alors que c'est pas logique puisque ça devrait être bleu comme ici, que du coup ça a fait twister les choses, ça les a mises en mouvement et c'est devenu plus souple. Et après, je trouvais que c'était trop autoritaire. Pardon, je reprends la question. Parce que justement, là, c'était très clair que tu voulais un peu amenuiser ta propre autorité sur le tableau, mais en fait, on le retrouve dans ta façon de fonctionner, puisque les modèles ont une agence, on pourrait dire, dans le tableau. Le châssis lui-même, finalement, te donne un indice de composition que tu n'aurais pas donné précédemment. Et est-ce que, justement, il y a ça aussi dans le tableau, c'est chercher à forcément être l'instigatrice, mais à jouer avec des forces qui dépassent. C'est qu'en fait, c'est même l'histoire de la tempéra, par exemple, qui résiste à ma tendance à contrôler la surface, on va dire. C'est ça qui amène à une plus grande qualité. C'est hyper intéressant, en tout cas. Merci. Eh ben merci. Merci à tous. Je vais dire plein de trucs. Moi aussi, c'est pas grave. Une autre fois.